À toi, Florence. Bonjour à tous. Pardon, plutôt... Bon dia, KW France. C'est bon, Cédric Dos Santos, je l'ai bien dit. Market Update. Écoutez, je me suis fait une réflexion ce week-end quand j'étais en train de faire les repasses du coup sur tout le travail sur le Market Update. Je me suis dit, putain, ça ferait une super série Netflix en fait, le Market Update. Et le marché immobilier, en fait, on pourrait faire plein de saisons. C'est vrai qu'on dit souvent que, on parle souvent du grand 8 de l'immobilier pour les agents immobiliers. Mais en fait, le marché immobilier est lui-même un grand 8 permanent. Je pense que si on faisait une série Netflix sur le marché immobilier, ce ne serait pas Game of Thrones, ce serait Game of Up and Down. Up and down, tout le temps. Et je ne sais pas ce que vous avez pensé de la dernière saison, 2024. Moi, je me suis régalée. Franchement, un drama parfait, une intensité, des rebondissements. Il y a même eu des cliffhangers. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les cliffhangers dans une série ou dans un film. Un cliffhanger, c'est quand le drama est plutôt calme dans la série, puis alors d'un coup, il se passe un truc, tu t'y attendais pas du tout. Par exemple, dans la saison 2024, t'es agent, t'es au mois de juin, le début de saison, t'as un peu pris cher niveau émotionnellement. C'était un peu costaud. Et au mois de juin, ça se détend. Tu sais, tu te dis, bon, les taux ont baissé, la production de crédit repart, les compromis sont en train de repartir. C'est bon, tu desserres un peu le col. T'es là, tranquille, détendu du string dans ton canapé. Bim! Dissolution de l'Assemblée. Ça, c'est un cliffhanger. On a eu des cliffhangers qui sont même devenus des running gags. Genre, hop, nouveau gouvernement. Hop, nouveau gouvernement. On a eu des suspens qui ont été un peu lourdingues, qui ont traîné en longueur. Le projet loi de finances 2025, qu'on a attendu pendant 6 mois, 8 mois. Attention, il arrive. Ah, mais non. Attention, il arrive. Ah, mais non. Il va se passer ça. Ah, mais non. Donc oui, une bonne saison, la saison 2024 du marché immobilier. Il y a une chose qui me marque dans les séries, et surtout dans les séries au long terme, c'est qu'on a souvent un côté répétitif. Et finalement, ce qui est assez marquant, c'est qu'on s'étonne de choses qui sont finalement très prévisibles. Je vais vous donner un exemple. Dans Les Feux de l'amour, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui va finir par tromper sa femme avec la cousine de la tante de son meilleur ami et découvrir après coup qu'en fait c'est sa sœur cachée. Tu sais que ça va arriver, mais à chaque fois que ça arrive, tu dis non, arrête, c'est pas possible, j'étais pas prêt. Dans Game of Thrones, désolé pour les spoilers, tu sais très vite que 3/4 des personnages principaux vont mourir dans d'atroces souffrances à un moment où tu t'y attends pas du tout. Mais à chaque fois que ça arrive, tu dis non, arrête, c'est pas possible, j'étais pas prêt. Sur le marché immobilier, ça fait des décennies qu'on sait que tous les 7 à 10 ans, on se tape un retournement de marché. Mais à chaque fois que ça arrive, on dit tous la même chose. Non, arrête, c'est pas possible, j'étais pas prêt. J'ai une passion pour les chiffres. J'aime beaucoup les chiffres parce qu'ils permettent de comprendre l'univers dans lequel on évolue. Et surtout, les chiffres, ils permettent de sortir de l'émotionnel. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Gary Keller qui dit « Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas ». Mais je pense qu'on pourrait même rajouter que ce qui ne se mesure pas ne s'anticipe pas. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe sur le marché immobilier depuis quelques temps. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne et quels sont les mécanismes pour éviter à l'avenir qu'on dise tous « Non, arrête, j'étais pas prêt ». Et on va commencer, si vous voulez bien, par les 25 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du volume de vente ? Déjà, un premier constat sur les 25 dernières années, c'est que vous voyez qu'on a un nombre médian de transactions qui est à 822 000 transactions. On a eu 2 écarts sur ces 25 dernières années, qui ont été 2 écarts
l'un dans un sens et l'un dans l'autre. Deux écarts très importants. Le premier a été la crise des subprimes, où finalement on est passé à moins 31% par rapport à la médiane. Et l'autre anomalie qui s'est créée, ça a été là pour le coup à la hausse, la période du coup de 2021-2022 où on a atteint les 1,2 million de transactions. Et là du coup on est passé à plus 46% par rapport à la médiane. C'est vraiment les deux gros impacts de marché qu'on a pu avoir, et c'est intéressant de voir qu'on les a eus dans les deux sens. Je vous ai mis aussi le moment où on a eu le Covid. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ces deux périodes, en fait, on était sur des périodes de cycle où on arrivait à un moment où finalement le marché allait se retourner. 2007, le marché était en train de se retourner. Il a été accentué en fait par la crise des subprimes. Ce qui s'est passé après, c'est que 2020, je pense que tous ceux qui étaient dans l'immobilier depuis un moment avaient prévu que 2020 devait être l'année de retournement de marché, et qui a été très perturbé finalement par le Covid, qui contre toute attente a plutôt maintenu le marché et l'a fait exploser. Et c'est ce qui a créé finalement cette bulle énorme. Donc vous voyez qu'on a eu une grosse chute, mais que finalement, on commence petit à petit à se rapprocher de la médiane. Et il y a une grande règle, c'est que vous voyez que le marché a une tendance naturelle à s'auto-réguler en permanence. Vous savez qu'on dit souvent que la grande constante de la vie, c'est le changement, et je pense que c'est aussi la grande constante du marché immobilier, effectivement, c'est le changement. Mais il a toujours tendance à s'auto-réguler. Florence, si tu veux juste rester sur cette slide, ce que je trouve toujours intéressant quand on se donne un peu de perspective, parce que je crois qu'on verra dans les slides suivantes des périodes plus courtes, mais cette période sur 25 ans, elle est vraiment hyper intéressante à analyser. Je vous invite vraiment à regarder ces éléments-là en fonction de quel type de conversation vous pouvez avoir avec vos clients par rapport à cette donnée-là. Ça demande à être maîtrisé. C'est pour donner de la perspective à nos clients et leur donner du contexte hors de l'émotionnel du moment. Ah, mais mon voisin, il a vendu en 3 jours, il y a 1 an et demi, à un prix délirant, etc. Ok, c'est vrai, et ça s'explique. Mais ça s'explique aussi dans un contexte plus large. Oui, mais si votre voisin il avait vendu il y a 7 ans, il y a 8 ans, ou peut-être dans 3 ans ou dans 4 ans. Donc ces périodes longues, elles sont particulièrement précieuses pour donner de la perspective à nos clients et leur permettre de prendre un peu de recul sur des événements un peu émotionnellement forts d'une période de crise ou au contraire d'euphorie du marché. On parle de période, effectivement. On va aller regarder ce qui s'est passé plus spécifiquement du coup sur cette période entre août 2021 où on était du coup au record de transactions. Je vous rappelle que 1,2 million c'est le record de transactions en France, et finalement jusqu'à fin 2024. Donc c'est rigolo, vous voyez, on parlait de grand 8. Là, j'ai envie de dire, visuellement, on le voit très bien, le grand 8. On voit la descente. Et on voit que le moment où on a commencé à crier, c'était grosso modo vers 2023. C'est là où vraiment la courbe a commencé vraiment à s'incliner de façon très, très violente. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi, finalement, de comparer ce qui s'est passé entre cette année record 2021 et finalement fin 2024. On a donc descendu de moins 34,3% au niveau du volume des ventes. Si on compare sur une période comparable du coup sur la crise des subprimes, on était à moins 27,7% entre août 2007 et décembre 2009. Donc une crise importante, mais comme d'autres crises, après il y a des éléments qui étaient moins violents que sur la crise des subprimes. Je vous rappelle que sur 2008, et c'est en 2009 où on a atteint 564 000 transactions. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure en 2024. Il y a une autre chose qui me frappe aussi sur les crises, c'est qu'il y a ce côté répétitif où on a l'impression qu'on est toujours étonné, mais moi j'ai toujours entendu à chaque fois qu'il y a une crise, c'est toujours la pire. Mais finalement, chaque crise a ses caractéristiques. Donc là, effectivement, la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle a été finalement sur une période assez longue et surtout elle a impacté vraiment la baisse du volume de transactions. Qui était dans l'immobilier en 2009 ? Ah, bon, ça va alors. Ouais. On en a vu d'autres. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse encore plus une loupe et du coup qu'on aille regarder ce qui s'est passé spécifiquement sur l'année 2024. Et là, on voit vraiment qu'il y a deux parties sur l'année 2024. Vraiment le premier semestre où la chute a été très accentuée, et c'est vraiment sur le deuxième semestre où la chute s'est vraiment atténuée. On a atteint du coup le seuil le plus bas
de transactions au mois d'octobre, avec 777 000 transactions. Et à partir de novembre-décembre, ça a commencé à remonter, puisqu'on clôture l'année 2024 avec 792 000 transactions. C'est le dernier chiffre du coup officiel qui est sorti. Donc vraiment une année en deux parties. Ça, je vais vous demander de le retenir. On en reparlera du coup au moment du State of Your Company. Donc un premier semestre très violent en descente et atténué sur la deuxième partie, qui concorde aussi avec à la fois la baisse de l'inflation et à la fois les baisses successives des taux de la BCE. Ce que je vous propose, comme ils sont là, c'est qu'on aille voir aussi ce qui s'est passé au niveau des départements d'outre-mer. On voit qu'on a eu un impact aussi sur les ventes. On va parler évidemment plutôt de la Martinique. Donc là, on a les données d'octobre à octobre. Par contre, on est plutôt sur un moins 12% quand la métropole était à moins 17%. Et sur les prix, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on a des montées de prix sur les appartements. Par contre, des grosses baisses, moins 11% sur les maisons. Donc on voit que les départements d'outre-mer ont été aussi impactés, mais de façon différente. La Martinique un peu moins que la France, mais assez près. La Guadeloupe, par contre, a été plus impactée. Par contre, la Guyane et la Réunion, la Guyane a été assez stable. C'est le cas aussi de la Polynésie qui est sur un marché plutôt stable aussi. Et la Réunion, bon, j'en parle moins parce que ça nous concerne pas. Je vous ai mis là l'évolution annuelle des ventes depuis 1990. Déjà, enfin là, on voit vraiment cette période, ces mouvements de cycle en fait qu'on peut avoir et les périodes vraiment d'augmentation en fait de volume de vente et les moments où on redescend. Pour vous donner la vision, la grosse augmentation qu'on a sur la période dans les années 96, là à peu près 97, ça a été un moment où a concordé en fait une baisse des taux et surtout une forte augmentation des salaires. En 2009, vous avez du coup les deux années de baisse à moins 17 et moins 12 qui correspondent du coup au moins 31% de volume par rapport à la médiane. Et on voit qu'on a juste derrière du coup le phénomène de régulation du marché où d'un coup il y a eu un plus 30% sur l'année 2010. Et c'est souvent ça qu'on constate en fait sur les cycles, c'est que une fois qu'on a eu les baisses, d'un coup, on a eu une hausse assez importante. Ce plus 30%, il a évidemment été très important parce qu'on était descendu très très bas, je vous le rappelle, donc à 564 000 transactions. Ça, c'est intéressant en termes de perspective. 1990, finalement, nos clients ont connu cette période-là. Oui. Et donc, ils peuvent se raccrocher à des événements spécifiques qui ont apparu dans ces périodes-là et se souvenir, ah ben oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait une forte hausse du chômage, ou une hausse des salaires, ou de l'inflation, ou de la baisse des taux. Donc, ça leur parle parce que quelque part, c'était leur quotidien. Et ça permet de remettre d'autant plus en emphase et en perspective ce qui se passe en ce moment et les impacts que ça peut avoir. Oui. Sur la caractéristique sur la crise qu'on traverse actuellement, c'est qu'elle est finalement assez étalée par rapport aux crises précédentes. C'est que là, on l'a vraiment sur 3 ans. Vous voyez qu'on a il y a eu une baisse de moins 5% du coup la première année, moins 22. Là, on est à moins 9,2. On reviendra plus en détail dessus. Mais là, vous voyez, on est sur 3 ans de baisse successive. Donc ça, c'est assez inédit. Pour le coup, vraiment, cet étalage quand même à des niveaux aussi importants. Mais une fois encore, là, je rappelle en fait le niveau d'anomalie dans lequel on était parti au niveau du marché. C'est qu'on était plus 46% au-dessus de la médiane en termes de transactions. Donc à mon sens, c'est normal qu'on soit sur un phénomène de régulation qui soit un peu plus long parce que du coup, on est vraiment sorti du cadre. Sur les tendances longues, ça va être intéressant de voir si on se met sur une tendance encore plus longue, voilà. Que finalement, quelque part, ça reste un volume de transactions qui augmente quelque part sur des périodes longues. Tout à fait. La grande règle, oui, c'est que sur le marché, que ce soit au niveau du volume des transactions ou surtout au niveau des prix, on est toujours en croissance. Au niveau des volumes de transactions, si on prend vraiment une période beaucoup plus longue, donc là de 67 jusqu'à 2024, la médiane annuelle est de 807 000 transactions. Donc je vous rappelle, sur les 25 dernières années, c'est 822 000. On est à 807 000 à ce niveau-là. L'écart s'explique quand même parce qu'on a eu une petite évolution démographique. Par contre, il ne va pas falloir compter sur une évolution démographique pour l'avenir, puisque là, pour l'instant, en France, on ne renouvelle plus la population. Donc on n'aura pas une évolution démographique qui va bouleverser finalement le nombre de transactions.
Et donc on voit très bien, enfin même sur les longues périodes, effectivement, c'est qu'on oscille en permanence. Et on voit ce qui s'est passé, c'est quand même ce décrochage très important qui s'est opéré à partir des années 2000 sur le nombre quand même de transactions et l'augmentation totalement délirante sur l'année 2021. On parle souvent de taux de rotation. On parle toujours du sacro-saint taux de rotation. Exactement, le taux de rotation immobilier, donc c'est le nombre de logements qui sont vendus par rapport au parc complet de logements en France. Donc le taux de rotation du marché immobilier, on considère la moyenne sur les 25 dernières années, c'est 2,5%. Là encore une fois, on voit vraiment les deux anomalies de marché qui se sont créées, à chaque fois sur les deux périodes, les deux mêmes périodes, la crise des subprimes et le moment de 2021, où on est sorti de la norme dans un sens en dessous au moment des subprimes et au-dessus au moment de 2021. Donc vous voyez, crise des subprimes, je vous rappelle, on était à moins 28% par rapport à la moyenne. On est tombé à 1,8% de taux de rotation, donc vraiment un taux de rotation très, très faible. Mais vous voyez que finalement, sur l'année 2021, là aussi, ça a été complètement délirant, puisqu'on est allé plus 28% au-dessus de la moyenne, avec un taux de rotation à 3,2%. Et on regardera du coup ce qui s'est passé sur justement cette année 2021 et sur les années autour, et qu'est-ce qui a créé finalement cet emballement complet de la machine du marché. Ce qui est intéressant pour étudier la potentialité d'une zone, c'est de faire ensuite ce travail plus en local, à l'échelle d'un arrondissement, d'une commune, d'un village, d'une région, d'un département, pour justement aller étudier, évidemment, pour chacun d'entre nous dans la pièce, le potentiel de tel ou tel territoire pour aller chercher un certain volume de transactions. Exactement. Et là, vous voyez, du coup, là, sur l'année 2024, on est à 2,1% de taux de rotation. On en reparlera après pour les prospectives. Je pense que sur l'année 2025, on va remonter un petit peu, mais on ne remontera pas aux 2,5% de rotation. Personnellement, je le prévois plutôt sur l'année 2026, qui devrait être l'année normalement, si tout va bien, parce qu'on a quand même beaucoup de phénomènes extérieurs, où on devrait revenir à ce taux moyen de 2,5%. Les prix maintenant. 2,5%, d'ailleurs, oui, juste un parallèle, 2,5% de taux de rotation en France actuellement, ça veut dire 930 000 transactions, pour vous donner un ordre d'idée. Les prix, toujours le grand 8 aussi, hein. Bah oui. ça monte, ça descend. Donc ça, c'est la variation des prix des logements sur un an depuis 2011. À retenir sur cette variation des prix, c'est donc qu'on a eu vraiment une baisse des prix qui s'est enclenchée à partir de 2022, vraiment de façon nette. L'année dernière, on a eu, pareil, une année plutôt en deux parties. Au plus bas, on était à moins 5% sur 12 mois glissant en France. C'est le plus bas qu'on ait atteint sur 2024. Mais là encore, année en deux parties, où vraiment sur le deuxième semestre et particulièrement sur la fin d'année, ça y est, ça s'est vraiment calmé. Soit des baisses beaucoup plus mesurées, soit, voire pour certains départements, des endroits où ça a augmenté. La particularité de la France, c'est qu'on a vraiment une très grande disparité en fait. Et c'est très dur finalement de parler d'évolution des prix au niveau global. Vous voyez bien que les chiffres sont complètement différents suivant les zones. Vous voyez qu'au final, sur l'année 2024, on a un moins 0,8. Mais si je regarde par exemple l'Île-de-France hors Paris, on est à un moins 3,8 sur un an. Quand de l'autre côté, dans les stations de ski, je vais être à plus 2,5. Donc il y a une très très grande disparité en fait des évolutions de prix sur la France. La grande règle quand même, et ça je pense que c'est un élément important aussi à communiquer auprès des clients, c'est que sur le long terme, par contre, les prix continue d'augmenter. Là, vous voyez que si on regarde finalement quelle est l'évolution des prix sur 5 ans, malgré la crise, on est quand même à plus 12% au global sur les prix immobiliers. Donc à long terme, et si on regarde d'ailleurs sur les courbes vraiment très long terme, les prix immobiliers ne cessent de monter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit très souvent que le placement immobilier est probablement le placement le plus sûr du monde, puisqu'à long terme, vous êtes sûr d'être gagnant. Le sujet est plus si on est sur un investissement court terme ou moyen terme. Mais sur du long terme, on est sûr d'être gagnant. Évidemment, toujours très intéressant de regarder ces courbes avec les clients, en fonction évidemment de quand est-ce qu'ils ont acheté, etc. Oui, mais du coup, je vais vendre moins cher que ce que j'aurais espéré vendre il y a un an. D'accord, mais vous avez acheté il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans.
à quel prix vous aviez acheté. Voilà, toutes ces conversations-là, du coup, et là, c'est particulièrement précieux pour avoir ces conversations de qualité sur la fixation du prix de vente avec vos vendeurs. Si on regarde le détail par département, donc là sur la carte de gauche, vous avez l'évolution des volumes de vente par département, et de l'autre côté, vous avez l'évolution des prix par département. Là encore, on a une énorme disparité, c'est-à-dire à la fois sur l'évolution du nombre de transactions, on voit bien que tous les départements ne sont pas du tout logés à la même enseigne, même si tous les départements sont en baisse sur l'année 2024. On n'a pas de département en croissance sur l'année 2024, mais il y a des niveaux de baisse qui ne sont pas du tout les mêmes. Et sur les prix, alors c'est encore plus disparate. On voit vraiment des grosses différences, avec même des départements qui, par contre, eux, sont en hausse sur l'année 2024, quand d'autres ont des baisses qui sont aux alentours des -5, -6%. Je vous ai mis du coup plus le détail. Alors j'ai essayé de sélectionner du coup les villes des market centers représentées. Et là vous voyez même justement sur les market centers représentés, vous voyez l'énorme différence qu'on peut avoir par exemple avec Grand Cru, du coup à Reims où on a un -5,2% au niveau des prix sur 2024, et Victoria avec Toulon qui fait un +7,1. Donc on est vraiment. Ouais, il fait bon venir dans le sud-est, visiblement. Et donc on voit vraiment une grande disparité. On voit qu'il n'y a que 2 villes quand même sur les market centers représentés ici. Il n'y a que 2 villes qui sont en croissance sur l'année 2024, c'est Toulon et c'est Nice. Toutes les autres sont soit stables, soit en décroissance. Et je vous ai mis, du coup, on a aussi la Martinique, comme on disait, du coup, +5% sur les appartements et -11% sur les maisons. Qu'est-ce qui se passe sur vos maisons en Martinique? Avec évidemment, là encore, un niveau de granularité à avoir, oui. Commune par commune, ah, quartier par oui, quartier. Oui. Toulon étant probablement porté peut-être par certains quartiers en rénovation, ou j'en sais rien, j'extrapole peut-être. Mais voilà, après, il y a plus de granularité locale à avoir, parce qu'évidemment, quartier par quartier, tout ça, ça peut jouer. Mais au moins, ça donne vraiment cette vision on n'est pas du tout linéaire, en fait, en France. Et par contre, je pense que vos clients ont cette vision, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information des médias, qui est une information très agglomérée. Donc eux, ils vont enregistrer baisse des prix, baisse des transactions. Ils n'ont pas forcément du coup cette finesse d'analyse par rapport à leur secteur, et c'est ça que vous devez leur apporter. C'est vraiment votre expertise par rapport à votre secteur. Au niveau du pouvoir d'achat immobilier, là, on est plutôt sur une bonne tendance, puisqu'on était en baisse depuis l'année 2019, je crois. Mais sur l'année 2024, ça y est, le pouvoir d'achat immobilier des Français est reparti à la hausse, puisque là, sur 2024, on a atteint du coup les 77 mètres carrés. Là encore, vous voyez que malgré la crise, on n'est pas tombé au niveau le plus bas sur les 25 dernières années, qui a été atteint du coup en 2008, où c'était 58 mètres carrés. Donc 77 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier est plutôt en tendance à la hausse. On a parlé de tout ce volume de transactions, des prix. On va parler évidemment de l'évolution des taux immobiliers qui ont eu un énorme impact sur ces dernières années. Et là, ça a été aussi assez chaotique. Là, je vous ai mis du coup aussi la courbe sur les 25 dernières années. Je vais faire juste un petit récap de ce qui s'est passé avant ces 25 dernières années, puisque le marché des taux, c'est vraiment pareil, un marché qui monte, qui descend. Les grosses crises qu'on avait eues avant, c'était les crises pétrolières, du coup, années 72, 73 et 82, 85, je sais plus. Ces années-là, au niveau des taux, les taux les plus hauts étaient à 16%. 16%, je vous laisse l'enregistrer quand même, hein. C'est donc 5 fois le taux actuel. 5 fois le taux actuel. Donc 16%. Ensuite, on a eu la période des années 80, où pendant toute la décennie des années 80, les taux ont commencé à baisser. Et sur les années 90, comme je vous disais, il y a eu vraiment cet effet où d'un coup les taux ont baissé et les salaires ont augmenté, ce qui a vraiment libéré les choses. Mais quand même, au début des années 90, on était sur des taux qui étaient aux alentours des 9-10%.
Pourquoi je dis ça aussi? Parce que vous voyez que du coup sur la période 2006 où on est tombé à 3,5% au niveau des taux, ça a été en fait une vraie aubaine pour tous les gens qui avaient connu cette période justement des années 90, qui était à peu près à 9-10% de taux, donc 3,5% de taux. C'était très très bas pour eux à l'époque. Au moment de la crise du coup des subprimes, au plus haut où on est monté, c'était 5%. Ce qui veut dire que ce niveau-là, nous, on l'a pas atteint même dans la crise actuelle. Et là, vous voyez, c'est vraiment très net, c'est vraiment cette anomalie totale qui s'est créée avec des taux à 1%. Et ça a été ça vraiment ce qu'on a payé derrière au niveau de la régulation du marché. Et donc la grosse remontée, la particularité, c'est que la remontée, elle a été extrêmement violente et très courte en fait. Même si on est monté à 4,2% au maximum au niveau des taux sur l'année 2000, je me suis trompée d'ailleurs, c'est 2023, sur décembre 2023, 4,2, en fait c'est pas un taux si énorme que ça, mais en fait la remontée a été tellement courte, on est passé du 1 au 4 en très peu de temps, ça a été extrêmement violent en fait pour les acquéreurs, le temps de s'adapter. La bonne nouvelle, c'est que les taux sont donc redescendus sur l'année 2023 et sur l'année 2024 surtout, en particulier. Et donc, en janvier 2025, on a un taux moyen qui est à 3,24%. Et ce qui est en fait assez hallucinant, c'est qu'on est exactement sur le taux médian des 25 dernières années. 3,24%. On parle des taux. La vraie crise, en fait, au niveau des crédits immobiliers, c'est surtout la production de crédit. Juste deux commentaires, Flo, par rapport sur la slide d'avant, si tu veux bien. Ouais. Là, encore une fois, d'un point de vue plus local, on l'a vu de manière... on est un marché qui est drivé par les taux, mais tout le monde n'y est pas exposé de la même manière en région. On a vu le marché commencer à déraper dès 2022 dans certaines des régions les plus exposées aux primo-accédants notamment. Je pense à Toulouse, je pense à Albi, je crois. On a eu des premiers signaux de crise quelque part qui ont commencé à émerger partout où les marchés sont exposés beaucoup plus à l'emprunt. C'est venu beaucoup plus tard sur des marchés comme effectivement le Sud-Est, comme la Savoie, etc., moins exposés au crédit du coup et qui ont forcément de fait été un petit peu plus résilients. Donc là aussi, il y a des choses à regarder localement pour voir à quel point vous êtes exposé ou à quel point les mandats que vous avez, votre positionnement sur votre marché est plus ou moins exposé à ces fluctuations de prêt. Deuxième commentaire aussi, je l'ai entendu en Market Center la semaine dernière, on voit entre 4,2 et 3,2, on a un point de différence entre le point haut et le point bas, et j'ai commencé à entendre parler de rachat de crédit. Donc là aussi, il commence à y avoir des premières opportunités, je parle sous couvert des experts, mais il commence à y avoir quelques opportunités, et on commence à voir émerger quelques premiers dossiers de rachat de crédit, donc il peut y avoir aussi des opportunités de bien accompagner et de bien conseiller vos clients, qui pour certains peuvent avoir une opportunité derrière ça. Troisième chose aussi, souvent en Market Center, les gens qui arrivent en retard, ils dansent la Macarena. Je ne vais pas le faire à Forest Vert qui vient d'arriver, mais le cœur y est, on le fera peut-être un peu plus tard dans la soirée. Les productions de crédit, du coup? Les productions de crédit. Alors là, ce qui est intéressant, donc là, je vous ai mis aussi la production mensuelle médiane sur les 25 dernières années. Et là, vous voyez qu'on est à 14,7 milliards de production médiane. Vous avez la ligne, hein, et donc là, vous voyez du coup que depuis 2022, on est passé vraiment en dessous de la médiane. Donc la production de crédit est vraiment beaucoup plus faible. Mais vous voyez qu'avant, c'est justement l'anomalie qui s'est créée, c'est que forcément, les taux étant passé aux alentours des 1%, il y a eu une production de crédit totalement surnaturelle et totalement hors norme en France. Donc beaucoup de crédit parce qu'il y a eu évidemment un effet d'opportunité. Donc on a eu une production qui était x2 par rapport à la médiane. Cette production de crédit, donc elle repart sur la période du coup 2023-2024. On voit que vraiment la rupture s'est faite à partir du printemps 2024. C'est là vraiment que la production a commencé vraiment à repartir en nombre de crédits accordés, alors qu'on était plutôt sur une tendance à la baisse sur la période d'avant. On parle des crédits, il y a une chose qui est très liée au taux de crédit, c'est l'inflation. Et je vous ai fait les deux courbes en fait comparées pour vous montrer à quel point en fait l'inflation est liée au taux de crédit. C'est vraiment des courbes qui se suivent en permanence. Et là, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que la dernière donnée là au mois de février, on est passé pour la première fois du coup depuis un moment, je crois que c'est depuis 2021, on est repassé en dessous de la
barre des 1% d'inflation annuelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque si l'inflation baisse, derrière, on sait que ça a un impact sur les taux. Donc a priori, pas de risque, au moins que les taux repartent à la hausse, sauf si l'inflation repartait, mais on en reparlera un peu plus tard au moment des prospectives. Le marché immobilier, effectivement, Florence, il est drivé par le crédit, on l'a dit, oui. Mais il est drivé par la confiance qu'ont les Français dans l'avenir. Tout à fait. Ça, c'est l'indicateur de confiance des ménages ? Oui, l'indicateur de confiance des ménages, c'est un indicateur vraiment à suivre de très près, parce qu'on s'aperçoit qu'il est directement corrélé sur ce qui va se passer après sur le marché immobilier. Vous voyez que là, je vous ai mis l'indicateur pareil sur les 25 dernières années. On a vraiment 2 moments où il y a eu une chute très profonde. Vous voyez qu'en 2007-2008, l'indice de confiance générale des ménages a chuté de 24%. Et du coup, 2007-2009, on a eu une chute du volume de vente de 27%. Et on a eu finalement le même phénomène 2021-2022, l'indice de confiance chute de 24%. Et sur 2022-2023, on a eu une chute du volume des ventes de 22%. On a quand même réussi à être moins confiant encore dans l'avenir en 2022 qu'on ne l'était quand on était enfermé à la maison en 2020. Exactement. Et là, on le suit de très près parce que pour l'instant, il est quand même pas terrible, l'indice de confiance. Je pense que c'est un truc qui grippe encore quand même, mine de rien, pas mal le marché, de façon rationnelle ou irrationnelle, d'ailleurs. C'est un indicateur, d'ailleurs, c'est que cet indice aussi s'est dégradé pour la première fois depuis un moment aux États-Unis. Et ce qui n'est pas bon signe pour nous non plus, parce qu'on sait aussi que généralement ce qui se passe aux États-Unis finit par en avoir un impact sur nous, sur nous aussi. Je vous ai mis aussi, du coup, une courbe à suivre aussi, c'est vraiment l'indice du prix des logements par rapport aux revenus disponibles. Parce qu'on parle évidemment de l'évolution des prix, c'est une chose, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'est devenu le logement, en fait, dans le poids du budget des Français. Et là, on a vraiment, en fait, une rupture fondamentale à partir des années 2000. Et personnellement, je ne suis plus très convaincue qu'on revienne dans le schéma d'avant les années 2000. Je pense ça y est, on est vraiment sur un changement structurel du marché et qu'on est sur un marché finalement beaucoup plus qui s'adresse à des gens qui ont déjà du patrimoine. Mais vous voyez que sur la période finalement depuis les années 2000, les prix immobiliers ont été multipliés par 3. Les prix à la consommation ont augmenté de 20%. La taxe foncière a été multipliée par 2,5 et les salaires, eux, n'ont augmenté que de 70%. Donc vraiment, on a un écart qui se creuse de façon énorme en fait sur les transactions et pas, par contre, sur la partie location. Vous voyez bien que les locations, elles, restent complètement en fait dans le même tunnel depuis 1965. Hein. Donc c'est vraiment très stable. Ce qui veut dire que c'est un vrai sujet en réalité, c'est que vous comprenez bien du coup que l'investissement immobilier en location classique devient beaucoup moins attractif vu l'augmentation des prix et du poids que ça représente dans le revenu disponible des ménages. La location classique est moins attractive. Par contre, évidemment, il y a eu probablement, et ça a probablement joué sur le marché, c'est l'impact énorme en fait de l'explosion des locations saisonnières et notamment du Airbnb. Et là, Juste avant, on terminera effectivement sur le nombre de nuitées. Juste sur cette slide-là, c'est donc une vraie décorrélation dorénavant entre le niveau de revenu et le niveau des prix, avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, qui a énormément d'impact. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais l'âge de primo-accession est de plus en plus élevé. Et il y a de moins en moins d'attrait à la propriété dans les nouvelles générations qui arrivent. Donc tout ça, ça a énormément d'impact qu'il faut avoir en tête, y compris stratégiquement, face à un marché de vendeurs qui sont de plus en plus âgés, qui possèdent une proportion toujours plus élevée du patrimoine et des nouvelles générations qui repoussent le plus tard possible la primo-acquisition, voire même ne souhaitent pas devenir propriétaires. Et ça aussi, d'un point de vue structurel et générationnel, quels impacts ça va avoir sur notre quotidien, à qui on s'adresse, comment on communique, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête sur une tendance longue du marché immobilier français.
Et on termine avec la partie donc location plutôt saisonnière. Oui, location, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il faut avoir conscience en fait de ce que ça a représenté. Aujourd'hui, la France est le premier marché européen de la location courte durée. Et vous voyez, sur les 5 dernières années, les nuitées ont augmenté de 86% en France. Je vous ai mis aussi l'évolution par ville du poids des locations meublées par rapport au total location. Et comme je vous disais, oui, je pense que le Airbnb a eu un impact énorme en fait finalement sur l'envolée des prix et sur un changement profond du coup sur le marché immobilier. Quelle prospective on fait du coup maintenant qu'on a vu tout ça déjà, ce qu'on retient, c'est que ça y est, normalement la crise a atteint son point le plus bas sur le mois d'octobre l'année dernière, donc à 677 000 transactions. Les taux devraient baisser encore légèrement. Je pense qu'on devrait finir par atteindre les 3%. En dessous, moi, j'y crois pas. Va quand même falloir continuer à surveiller de près parce qu'on est lié quand même à un contexte géopolitique qui est quand même assez particulier en ce moment. Et ce qui a beaucoup d'impact sur les taux, c'est l'OAT de 10 ans. C'est finalement à quel taux la France emprunte pour payer sa dette. Et ce taux-là, il est lié au marché financier et il est lié du coup à la sécurité que peut représenter la France. Et évidemment, on n'est pas très bankable en ce moment vu l'instabilité qu'on a. Donc c'est à suivre de très près. L'OAT 10 ans est aussi très lié à ce qui se passe dans le monde de manière générale. Donc pour l'instant, on prévoit plutôt une baisse et une stabilisation autour des 3%, mais à tout moment, on peut avoir un impact où ça repart à la hausse à cause d'événements extérieurs. Et ça, c'est probablement ce qui va être le plus difficile sur 2025, c'est tout le contexte géopolitique où là, c'est difficile à anticiper ce qui va se passer. L'inflation est repassée en dessous des 1%. A priori, on est bien parti. Là encore, des zones d'alerte, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, notamment aux États-Unis. Quel impact aura l'augmentation des droits de douane aux États-Unis, d'ailleurs, pour la première fois aussi depuis la crise du Covid, c'est la première fois en fait qu'ils anticipent une remontée de l'inflation. Donc à suivre de très près aussi, parce que si jamais, vous avez compris, vous avez vu les courbes, si jamais l'inflation repart, ça veut dire que les taux immobiliers repartiront à la hausse derrière automatiquement. La prévision de croissance, elle est faible en France, elle est à 0,9% pour l'année 2025, et on attend une hausse du chômage. Ça aura forcément un impact, parce que ça a un impact notamment pour la production de crédit, parce que ça met un risque supplémentaire. On prévoit un chômage qui atteindrait les 8% d'ici la fin de l'année, sachant qu'actuellement on est à 7,3%. Sur les prix, on devrait continuer à avoir des corrections sur le premier semestre. Je pense qu'après, sur le deuxième semestre, on devrait être à peu près stabilisé à peu près partout en France. Et sur le nombre de transactions, ma prévision est plutôt que on arrive en fait à se recaler sur la médiane des 25 dernières années, c'est-à-dire qu'on clôture l'année aux alentours des 822 000 transactions. Et ce serait qu'à partir de 2026 qu'on repartirait sur un taux de rotation à 2,5 et donc 930 000 transactions. Mais là encore, vraiment à suivre de près. Florence, merci infiniment pour toutes ces informations. J'aimerais qu'on t'applaudisse très très fort. On va continuer de vous en donner, je pense que c'est particulièrement utile, et c'est d'autant plus utile, et c'est la slide suivante, et je voulais vraiment vous la mettre là, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué il y a 15 jours, lors de la Family Reunion américaine. Jason Abrams a dit « Rendre les choses simples, rendre les choses complexes simples, vous rapproche émotionnellement de vos clients. » Et en fait, c'est hyper important de se dire, ok, on a de l'info, cette info maintenant il faut la digérer, il faut la rendre peut-être encore plus pertinente localement, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que notre métier finalement, quelque part, c'est faire du coaching à la prise de décision. Et c'est ces informations-là qui vont permettre à nos interlocuteurs de prendre les meilleures décisions pour eux. Qui ici dans la salle est team leader? Quand on est team leader, maîtriser ces informations-là, être capable de les digérer, de les partager, de les communiquer, que ce soit en interne ou en externe, permet de donner encore de la valeur aux personnes qui souhaiteraient rejoindre la compagnie, qui souhaiteraient prendre les bonnes décisions pour leur carrière immobilière, ou pour quand je vais coacher mes top agents dans mon market center, les aider à savoir naviguer dans ces environnements-là. C'est hyper important de maîtriser ces données-là, d'être capable de les rendre simples, intelligibles, concrètes, terrain, pour que les personnes puissent prendre les bonnes décisions. Qui est Productivity Coach dans la salle?
Quand je suis coach et que je dois accompagner les agents, quel que soit leur niveau de production, là encore, je dois être capable, pour leur business terrain et leur quotidien, de maîtriser ces informations-là, de les rendre simples. Tout ça, parfois, ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est d'apprendre à les digérer. C'est un très bon exercice, d'ailleurs, de savoir l'enseigner, de pouvoir le maîtriser et permettre à un agent de prendre les bonnes décisions pour lui. Et qui est agent dans cette pièce ? Eh bien, pour tous les agents, là encore, maîtriser ces données-là, y compris avec cette pertinence locale, c'est la meilleure des choses pour permettre à un vendeur et à un acheteur de prendre la bonne décision pour leur projet immobilier. Et c'est vraiment ça notre métier, si on veut que les gens puissent s'approprier leurs décisions. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup de Gary Keller qui est « Authorship is ownership ». C'est parce que j'ai la paternité de la chose que je me l'approprie. Et nos clients, ils doivent avoir la paternité des décisions qu'ils vont prendre en termes de prix, en termes de décisions d'acquisition, etc. Mais pour qu'ils aient la paternité de ces décisions-là, encore faut-il qu'ils puissent se l'approprier. Et pour se l'approprier, ils ont besoin d'un expert à leur côté. Et c'est pour cette raison-là qu'on vous donne toutes ces informations-là, pour que vous puissiez les maîtriser et permettre aux personnes de prendre les meilleures décisions possibles pour leur projet immobilier. Ça va? Yes? Cool. Puis surtout, finalement, enfin, quand on voit tous ces éléments, etc., enfin, on imagine... Alors nous, on baigne dedans, en plus. Et déjà, même pour nous, c'est complexe. Mais du coup, monsieur, madame, tout le monde, en ce moment, enfin, vous imaginez bien, ils sont complètement perdus, en fait, sur ce qui se passe sur le marché immobilier. C'est générateur, du coup, de beaucoup d'angoisse, qu'on soit vendeur ou acquéreur, en fait. Donc c'est important, effectivement, de maîtriser ça pour, en pédagogie, pouvoir les accompagner et les aider dans leurs décisions, ce qui est, je pense, le grand rôle d'un agent immobilier. Et quoi de mieux que pour pouvoir apporter cette information avec la meilleure pertinence possible que de savoir à qui on s'adresse, et qui est le profil des personnes auxquelles je m'adresse pour les aider avec encore plus de pertinence à avoir cette information-là, et c'est ce qu'on voulait vous partager juste après. C'est ça, et le profil il bouge, donc je vous ai fait le profil acquéreur. Et ce qu'il faut avoir conscience, c'est que sur le profil acquéreur comme sur le profil de vendeur, on est vraiment sur des profils qui sont en train vraiment de vieillir. La moyenne d'âge des acquéreurs en 2024 est de 37 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peu de temps, c'était 32 ans, donc on est vraiment sur un vieillissement des acquéreurs. Une chose qui vient corroborer aussi le fait que le marché devient aussi un marché qui s'adresse à des gens aussi qui ont déjà du patrimoine, c'est que vous voyez l'apport moyen en 2024 est de un peu plus de 63 000 €. C'est quand même un sacré apport. Moi, j'ai pas ça sur mon compte, mais vous voyez que l'emprunt moyen par foyer est de 210 000 € à peu près. Les durées de prêt, on est plutôt en tendance à toujours augmenter si on prend des longues périodes. Et je vous ai mis le revenu brut mensuel net du foyer qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre qu'il faut 600 € de plus pour un profil acquéreur standard par rapport à 2021 pour le même achat. Donc 37 ans de moyenne d'âge du coup pour les acquéreurs. Pour les vendeurs, clairement, aujourd'hui, le profil des vendeurs, la cible des vendeurs, c'est la génération du baby-boom. La génération du baby-boom, donc pour info, c'est ceux qui ont 60 ans et plus. Donc la moyenne d'âge des vendeurs actuellement, c'est 61 ans. On a quand même 33% des vendeurs qui ont plus de 70 ans et donc 38,5% qui sont retraités. Pour comprendre vraiment ce phénomène de fond, je vous ai mis pour rappel, en 2009, les plus de 60 ans représentaient 17% des vendeurs. Aujourd'hui, c'est 56%. Donc il y a vraiment une accélération, donc c'est vraiment la génération du baby-boom qui est vraiment en train de représenter les vendeurs actuellement. Il y a un truc que j'ai bien apprécié, j'étais à Brest la semaine dernière, mais je pense que vous êtes nombreux à le faire, c'est vraiment cette grille de corrélation vis-à-vis des taux d'intérêt entre des prix donnés d'une maison ou d'un appartement et le niveau de revenu qu'il faut pour pouvoir l'acquérir. Et en fait, avoir cette grille de lecture-là, et là encore, avoir cette discussion de prix avec le vendeur, de dire, bah, vous voyez, votre maison, elle est dans ces eaux-là, compte tenu de l'apport moyen du moment et des taux, etc., il faut gagner tant pour pouvoir acheter votre maison. Est-ce que vous, à l'époque, vous gagnez ce montant-là quand vous avez acheté cette maison? Est-ce que vous pensez vraiment que la cible, qui est aujourd'hui la cible pour acheter votre maison, elle a ce type de revenu-là? Voilà. Et là aussi, de commencer à engager des conversations sur la base de ces informations qui viennent de vous être partagées. Ça, je trouve ça hyper précieux de faire cette corrélation-là. Et comme on le sait toujours, positionner notre vendeur en acheteur et comment lui, il vivrait la chose et comment il se comporterait si lui-même était acheteur de sa propre maison. Du coup, il faut communiquer? Du coup, pour communiquer, c'est important parce que maintenant qu'on sait, donc moyenne acquéreur, 37 ans, et du coup, génération du baby-boom pour les vendeurs. La communication étant essentielle aujourd'hui dans le métier d'agent sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va aller les trouver, justement, ces cibles principales, que ce soit les acquéreurs comme les vendeurs. Donc vous voyez que Facebook reste quand même le réseau sur lequel vous allez trouver à la fois les deux cibles, déjà, sans aucun problème, et clairement le réseau sur lequel vous allez trouver les vendeurs.
Facebook est quasiment le seul réseau sur lequel vous allez trouver le profil des vendeurs. Les acquéreurs, vous allez pouvoir les trouver à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. On est vraiment sur à peu près les mêmes niveaux. LinkedIn est clairement à part. Vous voyez qu'aujourd'hui, LinkedIn est en fait le réseau le plus jeune des trois en termes d'utilisateurs. Je vous ai mis un peu plus le détail. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Facebook reste quand même le premier réseau social. Je sais qu'on l'enterre tous les ans, mais ça reste la première plateforme. D'ailleurs, même si on compare avec YouTube, là, Facebook est encore devant. Alors, ils sont vraiment à peu de choses près. Ils se passent l'un devant l'autre, etc. Facebook est aussi le réseau préféré des Français, c'est-à-dire le réseau sur lequel ils passent le plus de temps tous les mois, c'est Facebook. Et donc, vous voyez, à retenir, vous avez 61% des utilisateurs qui ont plus de 35 ans. Donc là, vous avez vraiment vos acquéreurs. Et surtout, 25% des utilisateurs de plus de 55 ans. Sur Instagram, pour moi, c'est vraiment le réseau où vous allez trouver les primo-accédants, les secondo-accédants, puisqu'en gros, vous avez 58% de 25-54 ans. Par contre, vous avez que 8% de plus de 55 ans. Ça veut dire que vos vendeurs sont pas réellement ou très à la marge, en fait, sur Instagram. Et LinkedIn, vous voyez qu'on a 54% des utilisateurs qui ont entre 25 et 34 ans. C'est vraiment un réseau, du coup, orienté vraiment très professionnel et peut-être plus à développer dans la partie relation, du coup, avec d'autres agents. Grosse chair, référol et intercabinet. Vous voyez que sur LinkedIn, vous avez que 3% des plus de 55 ans, donc vraiment aucun intérêt d'aller chercher finalement des clients, des vendeurs sur LinkedIn. Autre donnée qui est hyper intéressante, c'est que, et ça c'est une donnée qui ne cesse d'augmenter avec les années, aujourd'hui 54% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Français aussi quand même qui cherche des informations sur le marché immobilier va quand même aller massivement sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en tant qu'agent, en tant que market center, en tant que leader, le fait de pouvoir communiquer justement sur de l'expertise du marché et apporter justement ce niveau d'information naturellement en fait aux clients potentiels, ben c'est une énorme force parce que vous allez être identifié comme personne ressource et comme personne du coup qui maîtrise le sujet.